Les premières expériences de routes roulantes que l'on connaît en Suisse, en Autriche et dans ces transits alpins d'Europe centrale, la technique impose de prendre en charge la semi-remorque, le tracteur et le chauffeur. Sur courte distance, cela a un sens. Sur longue distance, c'est un temps mort. Soit ça correspond à une pause d'une nuitée et ça peut encore avoir un sens, soit c'est trop long ou trop court par rapport à une nuitée et c'est vraisemblablement une perte de productivité pour le partenaire routier. Donc notre problème, c'est ne transporter que ce qui est strictement nécessaire. Donc dans le cas du transport combiné, la marchandise et sa boîte, soit une tare de 2 tonnes, soit dans l'autoroute ferroviaire, la marchandise et sa semi-remorque. C'est-à-dire qu'on rajoute une tare de 7 tonnes. Enfin, les premières expériences d'autoroute ferroviaire, à travers les Alpes par exemple, ont montré qu'après 5 ans de fonctionnement, 75% des passages se font semi-remorque seule. Aujourd'hui, on va développer un service d'autoroute ferroviaire comme on a développé un service TGV. On commence par la relation qui a le plus de potentiel, et c'est une relation de transit entre l'Espagne et le nord de l'Europe. Donc on a commencé par Perpignan-Bétambourg. Donc la deuxième route est également une route de transit Espagne-Benelux par la voie atlantique. Donc on commence par un binôme de terminaux Bayonne-Brétigny, et ensuite on va compléter avec un terminal dans la région lilloise, on va s'enrichir d'un terminal vraisemblablement en Pays Basque, etc. Et donc on va retrouver également des terminaux à Düsseldorf pour la partie Allemagne et Scandinavie. Et ensuite il y a un troisième réseau qui va progressivement se mettre en place. On est parti du segment de franchissement des Alpes, Orbassano-Eton, qui va devenir Orbassano-Lyon prochainement. Et ensuite, on va retrouver des origines en Île-de-France, des origines en Nord-Pas-de-Calais, sachant que côté italien, on a pour l'instant une contrainte de franchissement du secteur de Turin, mais la perspective, c'est des terminaux à Milan et à Trieste. L'autoroute ferroviaire exige, disons, une vérification et voire quelques corrections en partie basse. Donc c'est ce qu'on appelle l'aménagement du gabarit bas. Donc sur les 1000 km entre Bétambourg et Perpignan, ça représente un budget de 15 millions d'euros. Par contre, il y a des travaux beaucoup plus conséquents sur l'aménagement du gabarit haut pour pouvoir accepter le standard routier de 4 mètres de hauteur. Et là, entre Poitiers et Bordeaux, 15 tunnels sont à réaménager et cela représente déjà un budget de 150 millions d'euros. Donc par-delà le produit nouveau d'autoroute ferroviaire dont tout le monde entend parler, dont tout le monde attend l'émergence, je voudrais dire qu'il existe un autre produit plus historique qui est le transport combiné classique. Certes, elle nécessite de la part des partenaires un investissement dans des caisses et dans des semi-remorques squelettes, mais c'est un produit qui se développe sur 24 terminaux en France, qui engage 550 à 600 trains par semaine et qui connaît une croissance continue, à exception faite de la crise économique, des récessions récentes, mais qui en Europe reste sur une croissance moyenne de 6 à 8%. Donc là aussi, c'est un produit qui va être amené à évoluer en s'inspirant du modèle industrialisé que va installer l'autoroute ferroviaire pour là aussi accroître ses fréquences de circulation et contribuer par une meilleure utilisation de ses ressources à abaisser ses charges. Donc deux produits, un produit qui accepte le standard routier tel qu'il est, un produit qui est un peu plus rationnel, qui est un peu plus efficace dans le rapport charge utile tare déplacée, qui est le transport combiné. Mais les deux produits s'adressent essentiellement à des transports industriels. Ils ne sont pas
cette industrie lourde qu'est le ferroviaire est peu adaptée au marché des transports spot. Il faut savoir jusqu'où les partenaires peuvent y trouver des avantages économiques et là où ils n'en trouveront pas. Donc ce n'est pas le produit universel. La seule façon de réussir ensemble, c'est que chacun des partenaires, chargeurs, routiers et acteurs ferroviaires, dégage des marges et y trouve un avantage économique, et que, vu des chargeurs et vu du décideur routier, la fiabilité de bout en bout soit équivalente. Nous avons organisé notre travail et notre service pour mériter l'appellation TGF, train à grande fiabilité. Le TGV, on décide de faire un train à grande vitesse, c'est une décision technique et on y adapte un produit commercial dont on connaît le succès. Dans le monde ferroviaire, quand on met la fiabilité en avant, il faut d'abord la démontrer. Et donc c'est à partir de l'expérience acquise et de l'observation qui est à la disposition de tout le monde. On a 1 an d'expérience sur un trajet longue distance de 1000 km. La fiabilité, on l'a obtenue dans la durée. Donc là aussi, c'est le fondement de ce partenariat, c'est bien des trains à grande fiabilité.